Merci pour votre constante fidélité à Chérifla Télévision. C'est l'heure de votre journal en ce jeudi 13 juin 2019. Badra Haliou Haidara, le fils du guide spirituel des Ansar, vient de boucler une visite dans la localité de Fana en compagnie de ses frères Iba, Haruna et Keshki. C'est devenu une tradition depuis bientôt 10 ans. Badra se rend à Fana après la fête de Ramadan pour une série d'activités. La délégation des frères Haidara a été accueillie par une foule en liesse avant de se rendre chez l'imam et le chef de quartier pour ensuite finir la visite à la radio Kawena. Une grande cérémonie de prêche a été organisée dans la même nuit à la grande mosquée de Fana. Le lendemain, la visite s'est achevée par une conférence avec les Ansars de la localité. Voici des propos de Sidi Badra Haliou Haidara recueillis par nos envoyés spéciaux El Hadj Ousmane Khan et Samba Traoré. Nous saluons précisément là où nous sommes actuellement à Fana, la communauté musulmane de Fana et la section Ansardine de Fana. Donc nous sommes très contents et très heureux d'être là, comme cela fait la 10e année maintenant. Donc à l'occasion de la fête du Ramadan, comme vous le savez tous, après avoir effectué le ziara de Tamani en retournant sur Bamako, donc nous faisons l'escale ici. Donc c'est juste pour propager l'islam. C'est pour faire, c'est une forme de rappeler les gens donc sur l'islam. Donc ça veut dire en un mot, nous avons une nuit alors de prêche à chaque retour après la fête du Ramadan. Donc au retour de Bamako, donc nous nous arrêtons ici pour passer une nuit de prêche ici. Donc cela fait 10 ans maintenant. Donc nous sommes très contents. Alors nous n'avons qu'à remercier le bon Dieu, alors qu'il nous a donné toujours cette opportunité grandiose. Alors et puis remercier tous les musulmans. Vraiment nous sommes très contents. Et puis vraiment nous remercions encore vraiment tous ceux qui nous ont accueillis aujourd'hui à Fana. Vraiment nous sommes vraiment contents et vraiment ça nous va droit au cœur, au nom de la famille Chérifla et au nom de mes frères et sœurs. Alors à saluer tous ceux qui sont sortis massivement à nous accueillir alors ce soir-là. Donc vraiment nous sommes très contents. Une conférence de presse conjointe a été organisée par la Société malienne de gestion de l'eau potable SOMAGEP et la Société malienne de patrimoine de l'eau potable SOMAPEP. L'objectif est de porter à la connaissance de la presse le démarrage officiel de l'opération des 100 000 branchements sociaux sur l'ensemble des districts de Bamako et environ dans le cadre du projet de Kabbalah. C'était le mercredi 12 juin 2019 au siège de la SOMAPEP à Maniamougo Faso Kanou. C'est en commune 6 du district de Bamako. Un reportage de Sadio Silvé et Foussine Keita. Le gouvernement du Mali, à travers le département de l'énergie et de l'eau et ses partenaires techniques et financiers, a initié un vaste programme de l'opération qui concernera 100 000 branchements sociaux à travers les 6 communes du district de Bamako. Cette initiative qui vise à faciliter l'accès de l'eau potable aux populations du district de Bamako et environ permettra également à l'avoir à moindre coût. Désormais, il est fixé à 20 000 francs CFA au lieu de 120 000 francs CFA par le passé. Au total, 9 agences couvrent l'ensemble du réseau de l'eau à Bamako. Ce projet structurant d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de la localité de Kabbalah comporte un important volet de branchements sociaux. Donc ces branchements sociaux vont démarrer dès cette semaine avec le lancement officiel qui sera fait par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Sambou Wagé. Et donc ça va concerner dans un premier temps 3 grandes agences de la SOMAGEP, c'est-à-dire l'agence de Bako-Djigoroni, l'agence de Faladje et l'agence de Balankabougou. Donc ces agences-là auront un nombre important de branchements sociaux à réaliser et c'est toute la population de Bamako qui va en bénéficier. L'idée de la SOMAPEP est d'élargir la production d'eau de la première tranche de la station de pompage de Kabbalah à 144 millions de litres d'eau par jour pour satisfaire la clientèle. Le directeur général de la dite structure estime que la demande de la population en eau s'élève à 370 millions de litres par jour,
soit 24 millions de réserves d'eau à nos jours. La station de Kabala produit 144 millions de litres par jour aujourd'hui. Et ces 144 millions de litres vont s'ajouter aux 200 millions de litres existants, c'est-à-dire les anciennes stations du Coroni et puis les stations compactes. Donc ça nous fait une production totale de 346 millions de litres par jour. Mais nous avons une demande à Bamako de 370 millions de litres. Donc nous avons encore un petit déficit qui est de 24 millions de litres. Mais ce petit déficit va être couvert rapidement par la mise en service de la deuxième tranche dont les travaux sont déjà en cours. L'idée générale, c'est que c'est issu déjà du schéma directeur d'approvisionnement en eau potable de la ville de Bamako et environ, qui a vraiment un objectif, c'est d'alimenter toute la population de façon correcte et durable, la ville de Bamako et ses environs. Donc le projet il est tiré de ce schéma directeur. Effectivement, la Société malienne de patrimoine de l'eau potable, qui a pour mission en tout cas de gérer ces financements-là, à travers en tout cas les appuis du gouvernement du Mali, a eu des financements, déjà pour réaliser des ouvrages que le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, a bien voulu lancer le 1er juin. C'est ce qui fait que nous, aujourd'hui, on a cette production qu'on appelait production eau potable qui vient de la station de Kabala. C'est cette production qui permet aujourd'hui à la Société malienne de gestion de patrimoine de l'eau potable d'aller à la réalisation de nouveaux branchements qui va se porter sur un certain nombre de 100 000 à réaliser d'ici 2 ans. En outre, d'autres projets sont également prévus dans plusieurs localités du Mali, cela dans le but de couvrir l'ensemble du territoire national. C'est la volonté affichée par les plus hautes autorités du pays d'ici à l'horizon 2032. À l'issue du Conseil ordinaire des ministres tenu le mercredi 12 juin, le gouvernement du Mali a décrété un deuil national de 3 jours et a pris d'importantes mesures visant notamment la révocation du gouverneur de la région de Mopti après le massacre lundi dernier dans le village de Sobamenda. Le déploiement d'un dispositif de forces armées de défense est également annoncé dans la zone pour renforcer la sécurité des hommes et de leurs biens. Nous faisons le point avec Amadou Diarra. Les autorités maliennes n'ont pas tardé à réagir après l'attaque meurtrière perpétrée contre le village de Sobamda dans la commune rurale de Badjangara. Le général Sidi Alassane Touré, gouverneur de la région de Mopti depuis 2017, a été destitué de son poste. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a également proclamé un deuil national de 3 jours à partir de ce jeudi 13 juin en hommage aux victimes de l'attaque. Initialement évalué à 95 victimes, le bilan de cette tragédie a été revu à la baisse par les autorités. Le gouvernement a indiqué ce mercredi que l'attaque non revendiquée avait fait plutôt 35 morts, dont 24 enfants et beaucoup de portés disparus. Au lendemain de l'attaque, le président Ibeka avait évoqué un carnage mettant en danger la survie du pays. Mahamat Saleh Anadif, le chef de l'aMINUSMA, a pour sa part qualifié l'attaque d'acte d'une barbarie inqualifiable et déploré une spirale de violence. Le chef du gouvernement malien, le docteur Boubou Cissé, s'est rendu sur les lieux de l'attentat pour constater de visu l'ampleur des dégâts. Il a aussitôt annoncé que d'importantes dispositions seraient prises pour situer les responsabilités afin de sévir pour qu'il n'y ait plus jamais ce genre de barbarie au Mali. Rappelons que ces violences manifestement attribuées à des conflits intercommunautaires dans le centre de notre pays ont culminé depuis le 23 mars avec le massacre à Ogosago de quelques 160 villageois peuls près de la frontière burkinabé. Dans les mêmes registres, après cette nouvelle attaque lâche et barbare perpétrée par des individus armés non identifiés dans les villages d'Ogon de Sobamenda, avec un bilan revu à la baisse de l'ordre de 35 morts selon les dernières informations officielles, la rédaction de Chirfla Télévision est allée à la rencontre de certains de nos compatriotes pour nous parler de leur ressenti face à ces drames. Que pensent-ils de ces attaques à répétition qui sèment la terreur mais aussi et surtout la confusion entre les communautés du pays? La réponse dans ce reportage de Amadou Ndiallo et Sédou Nyari. Depuis un certain temps, des villages du centre de notre pays sont victimes d'attaques meurtrières attribuées à des groupes armés non identifiés. La plus récente remonte au dimanche dernier contre le village de Sobamda où des dizaines de personnes ont péri, des bétails et des greniers ont été brûlés et de nombreux disparus. Le cas de Sobamda, nous ne pouvons pas y comprendre pour ceux qui connaissent la zone que vous avez des checkpoints. Vous avez Koro, vous avez Bankas, vous avez en haut, vous avez Banyagara.
vous avez de l'autre côté, vous avez Douanza, vous avez la MINUSMA, vous avez toutes ces forces dans un petit espace qui ne puissent pas intervenir ou qui ne puissent pas même intercepter, n'est-ce pas, ceux qui sont venus, c'est-à-dire commettre ces forfaits et disparaître dans la nature. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention, surtout aux intellectuels, ils doivent faire extrêmement attention avec les mots qu'ils utilisent pour qualifier ce qui se passe au centre. Aujourd'hui, les différentes appellations d'abord posent problème. Aujourd'hui, nous sommes tous presque tombés dans des pièges tendus, je dirais, d'une manière, par des Occidentaux qui partent aujourd'hui du nord du Mali et nous avons quitté le nord. Nous parlons aujourd'hui du centre du Mali et nous parlons également du sud du Mali. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi de faire de telle sorte que nous-mêmes nous sommes parvenus à diviser notre pays. Ce qui est très très regrettable. Au dire de nos interlocuteurs, cette situation est loin d'être un conflit ethnique entre les communautés Peul et Dogon. Ces attaques ou encore ces conflits sont loin d'être communautaires. Elles sont de nature en tout cas inqualifiable d'une manière et surtout aussi regrettable à un degré où, c'est-à-dire l'objectif visé certainement de ce monde qui est vraiment révolutionnaire, veulent créer des zizanies, sinon qu'ils veulent vraiment réussir dans une division au sein du Mali. Je suis un Dogon, je suis marié à une Peul. Mon père m'a dit, quand tu regardes l'arbre généalogique de ma famille, on retrouvera beaucoup de Peuls. Quand vous regardez l'arbre généalogique de certains Peuls, l'arbre généalogique, vous allez trouver beaucoup de Dogons. Pour ma part, je pense qu'après réflexion, après une analyse approfondie de la situation, ce problème mérite beaucoup plus de recherche pour situer la vraie cause. Face à cette confusion, nos concitoyens alertent nos plus hautes autorités quant à leurs responsabilités. Effectivement, parce que c'est de la responsabilité de l'État de protéger, c'est la responsabilité de l'État de poursuivre les auteurs et de les traduire devant les juridictions compétentes. C'est de leur responsabilité. Et donc, si cela ne s'y est pas, effectivement, les responsabilités sont engagées. Je pense que le gouvernement aussi a engagé sa responsabilité pour ce qui se passe. Et je pense que c'est pour cela d'ailleurs que le Conseil des ministres vient de limoger le gouverneur de Mopti. La responsabilité de l'État est entièrement engagée dans ce qui se passe actuellement dans le centre. La responsabilité de l'État, elle est vraiment engagée. Comment est-ce qu'une attaque de ce genre peut se produire et sans pourtant avoir des ripostes venant de nos forces armées? Donc là, c'est vraiment déplorable. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le commandement militaire mérite d'être révisé. Nous les faisons confiance et nous le soutenons jusqu'au dernier degré. J'appelle surtout le président de la République en question. La situation qui se passe dans la région de Mopti l'interpelle aujourd'hui personnellement. Parce qu'à ma connaissance, je ne pense pas s'il a l'habitude, en tout cas, d'aller dans la région de Mopti pour parler vraiment avec des vrais acteurs. Est-ce que la sécurité qui est vraiment qui s'est déplacée même au centre de ce pays, chacun doit se poser la question. Il est temps à réfléchir, vraiment de lier les cœurs et les esprits. Vraiment, ce que moi je vois, c'est seuls les Maliens vraiment peuvent combattre ça. En se mettant ensemble, debout comme un seul homme, un peuple, un but, une foi. C'est seuls les Maliens vraiment qui peuvent combattre ça. Quel char extérieur ne peut venir vraiment nous soulager si ce n'est pas les Maliens. Vraiment, il est temps à ce que nous, les Maliens, on prenne notre sécurité en charge et que vraiment nous veillons au grain, vraiment pour que vraiment les quatre coins de ce pays-là soient sécurisés par les Maliens eux-mêmes. Rappelons que le bilan de l'attaque non encore revendiqué a fait désormais état de 35 morts, dont 24 enfants. Ce massacre intervient quelques mois après celui d'Ogosagou en mars dernier où plus de 160 Peuls ont été tués dans une attaque attribuée à des chasseurs Dogon. Le complexe scolaire Toubakoro Alassane Doucouré 1 de l'hippodrome a servi de cadre pour le lancement de la pâte dentifrice Reflex. Ce nouveau produit de la nouvelle parfumerie Gandour est accueilli à bras ouverts par les consommateurs maliens et défraie déjà la chronique. Retour sur les temps forts de la cérémonie avec Mariétou Diallo et Samba Traoré.
dans une ambiance bon enfant que la pâte dentifrice Reflex, nouveau produit de la nouvelle parfumerie Gandour, a été lancée. Surexcités, les élèves du complexe scolaire Tobakoro Alassane Doucouré 1 étaient réunis et enthousiastes de répondre aux questions sur le nouveau produit. La nouvelle parfumerie Gandour Côte d'Ivoire est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des produits cosmétiques et parfums. Elle est certifiée ISO 9001-2015, ce qui signifie que la nouvelle parfumerie Gandour respecte les normes de fabrication internationale en matière de produits cosmétiques et parfums. C'est dans cette optique que la nouvelle parfumerie Gandour a mis au point la pâte dentifrice Reflex à base d'extrait d'aloe vera. Reflex offre un soin complet pour des dents blanches et en bonne santé. Reflex élimine la mauvaise haleine, garde votre dentition en excellent état, renforce les gencives. Reflex est anti-carie, anti-tatte et antimicrobien. C'est donc un réel plaisir pour la nouvelle parfumerie Gandour d'offrir aux élèves, aux enseignants, au personnel administratif la pâte dentifrice Reflex. Nous remercions le directeur général du complexe scolaire Tobakoro qui nous ouvre ses portes afin de cultiver le meilleur réflexe avec les élèves, avec le personnel administratif. En tout cas, nous avons bien communié. Les consommateurs de la pâte dentifrice Reflex ont témoigné de leur satisfaction et la santé de leurs dents depuis qu'ils ont commencé à utiliser le produit. Le réflexe est à base même de l'aloe vera. Donc quand on prend l'aloe vera c'est un arbre qui guérit pratiquement pas mal de maladies. Donc si on trouve aujourd'hui un produit qu'on appelle le réflexe qui guérit tout ça, là, je pense que c'est une très bonne chose. Pour lancer un appel surtout à la population malienne, vraiment d'en utiliser vraiment la pâte dentifrice qu'on appelle réflexe. Parce que moi-même je suis un enseignant, qui dit un enseignant, et tout est, comment dirais-je là, analysé, c'est un enseignant. Donc j'utilisais pas mal de pâtes. Mais quand je suis parvenu d'ailleurs à utiliser le réflexe, j'ai trouvé que c'est la meilleure qualité. L'hôte du jour, le directeur général du complexe scolaire Tobakoro Alassane Doucouré, partenaire de la nouvelle parfumerie Gandour, a exprimé sa joie d'abriter cette cérémonie au sein de son établissement. Selon lui, qui parle d'éducation, parle d'abord de santé. Je suis très content, je suis très ému ce matin parce que qui parle de l'éducation, il y a certaines aussi procédures, forcément on doit passer par ça. Quand je dis certaines procédures, parce que l'éducation ne peut pas aller sans la santé. Parce que nous avons constaté au cours de l'année, il y avait beaucoup d'élèves, chaque fois, ils viennent nous voir à la direction, ils demandent des certificats médicaux pour aller à l'hôpital, faute de problèmes de temps. Donc nous, on a sollicité nos partenaires, qui est la nouvelle parfumerie Gandour, de venir vraiment faire le lancement de leurs produits au sein du complexe scolaire Tobakoro, afin d'expliquer aussi l'utilisation, comment on utilise le produit en tant que tel, et aussi l'importance que le produit a aussi après avoir l'utilisation. Donc ils ont fait des pratiques, comment on utilise les broches à dents, et ils ont expliqué aussi de façon brève les utilités du produit en tant que tel. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui parce que il y avait beaucoup d'élèves, ils restaient à la maison parce qu'ils avaient mal aux dents. Donc après avoir leur conseil d'utiliser pâte dentifrice Reflex de la nouvelle parfumerie Gandour, Dieu a fait que chaque fois on a pu vraiment convaincre ce fléau. La pâte dentifrice Reflex est faite à base d'aloe vera et offre un soin complet pour des dents blanches et en bonne santé. Anti-carie, anti-tartre et antibactérien, elle élimine surtout la mauvaise haleine et garde la dentition en excellent état. Voilà, c'est ce qui nous conduit à l'actualité internationale. Un commentaire signé Sadio Sidibé. La Côte d'Ivoire et les Ghana, les deux premiers producteurs mondiaux de cacao, suspendent leur vente jusqu'à nouvel ordre pour le cacao qui sera récolté en octobre 2020. Les deux pays essayent ainsi d'obtenir des marchés, un prix plancher. Objectif affiché, mieux rémunérer les producteurs. C'est un bras de fer qui s'est engagé ces 2 derniers jours à Accra. Pour la première fois, les acteurs ivoiriens et ghanéens de la filière cacao, près de 2 tiers de la production mondiale, unissent leurs forces pour tenter d'infléchir les marchés. Leur alliance vise à obtenir un prix plancher de $2600 la tonne. Concrètement, pour faire pression sur ces marchés, la Côte d'Ivoire et les Ghana suspendent jusqu'à nouvel ordre la vente du cacao qui sera récolté lors de la campagne
campagne 2020-2021. Il faut savoir que l'essentiel de la récolte est vendu avant le début de chaque campagne. L'actualité politique au Soudan du Sud, où l'émissaire des États-Unis est arrivé mercredi à Khartoum, alors que la contestation soudanaise a décidé de mettre fin à ce mouvement de désobéissance civile. Les pourparlers avec les généraux au pouvoir doivent reprendre prochainement. L'ex-diplomate Donald Booth, qui avait déjà occupé ce poste précédemment, il est arrivé mercredi à Khartoum avec le secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique, Tibor Nagy. Le secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique doit rencontrer de son côté les représentants de chaque parti. Le département d'État a précisé que l'émissaire appellerait aussi à la fin des attaques contre les civils. Cette médiation doit permettre de trouver une solution politique et pacifique à la crise soudanaise. La nomination de Donald Booth fait suite à la visite du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à Khartoum le 7 juin dernier. Après 3 jours de quasi-paralysie de la capitale, un représentant de la médiation éthiopienne a annoncé mardi que les deux camps avaient accepté de revenir prochainement à la table des négociations. Les pourparlers entre les parties avaient été suspendus le 20 mai, chacun voulant diriger la future instance censée mener la transition pendant 3 ans. L'annonce de la reprise des négociations intervient alors que les meneurs de la contestation avaient annoncé lundi qu'ils comptaient publier la composition de leur propre instance dirigeante. Outre les États-Unis et les pays africains voisins, plusieurs pays arabes suivent de près la situation au Soudan. La détente au Soudan invite à l'optimisme quant à un accord sur une période de transition fondée sur un partenariat réel et solide entre les parties, a déclaré mercredi Anouar Gargas, le numéro 2 de la diplomatie des Émirats arabes unis. L'actualité politique, c'est aussi en Afrique du Nord, où l'ancien Premier ministre Ahmed Yahya en détention provisoire. En Algérie, c'est une nouvelle étape dans la grande opération de la justice contre la corruption qui touche les proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Ce mercredi, c'est l'ancien Premier ministre Ahmed Yahya qui a été mis en détention provisoire. Auditionné à plusieurs reprises par le tribunal d'Alger, Ahmed Yahya comparaissait ce mercredi 12 juin devant la Cour suprême. Une juridiction spéciale car l'enquête en cours pour dilapidation des deniers publics, abus de fonction et octroi d'indus privilèges concerne la période où il était Premier ministre. Dans l'après-midi, la Cour suprême a décidé du placement de ses proches d'Abdelaziz Bouteflika en détention provisoire à la prison de El Harrach. Le convoi qui a emmené l'ancien Premier ministre au centre pénitentiaire était poursuivi par plusieurs dizaines de personnes qui scandaient « Voleurs, vous avez mangé le pays ». En fin de journée, un autre proche de l'ancien président a été placé sous contrôle judiciaire par la Cour suprême. Abdelghani Zalan, ancien ministre, avait notamment été le directeur de campagne d'Abdelaziz Bouteflika au début de l'année. Ce jeudi, 2 autres personnalités doivent être entendues par la Cour dans la même affaire. L'ancien Premier ministre et également directeur de campagne d'Abdelaziz Bouteflika, Abdelmalek Selal, et l'ancien ministre Amara Ben Younes. L'actualité au sud-est de l'Asie, c'est à Hong Kong. Mercredi, des heurts ont opposé les manifestants à la police qui a fait usage de balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. Des dizaines de milliers de personnes, des jeunes habillés en noir pour la plupart, qui sont descendus dans la rue pour dire leur rejet d'un projet gouvernemental qui autoriserait les extraditions vers la Chine. Depuis sa rétrocession à Pékin en 1997, Hong Kong jouit d'une semi-autonomie, mais avec ces projets d'extradition, les Hongkongais craignent la mainmise de la justice chinoise qu'ils jugent biaisée. Les affrontements ont éclaté près du Conseil législatif où les textes auraient dû être débattus, alors que la police tentait de repousser les manifestants qui... Restons toujours sur les continents asiatiques où le Premier ministre japonais Shinzo Abe s'est rendu mercredi à Téhéran pour une visite inédite d'un peu plus de 24 heures, notamment afin de baisser les tensions entre la République islamique et les États-Unis.
Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a affirmé mercredi 12 juin à Téhéran la volonté de son pays de jouer un rôle important pour apaiser les tensions entre l'Iran et les États-Unis, tout en appelant la République islamique à jouer un rôle constructif au Moyen-Orient. Arrivé dans l'après-midi dans la capitale iranienne pour une visite d'un peu plus de 24 heures, Shinzo Abe est le premier chef de gouvernement nippon à se rendre en Iran depuis la révolution en 1979. Il a rencontré le président Hassan Rouhani et doit s'entretenir jeudi matin avec le guide suprême Ali Khamenei. Le Japon, qui importait récemment encore 5% de son pétrole en provenance d'Iran, a dû renoncer à ses achats pour se conformer aux dernières sanctions américaines visant la République islamique. L'économie nippone est très dépendante du pétrole du Golfe et Tokyo attache historiquement une grande importance à la stabilité des approvisionnements. Souhaitait y entrer. Devant l'ampleur de la contestation, le gouvernement a choisi de reporter les débats, mais l'exécutif local exclut de retirer le texte. Voilà, c'est sur ces images de la page internationale que se referme ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Bonne suite du programme sur Chirfula Télévision. Bonsoir.